Dans l'ombre d'Hollywood, là où les projecteurs cachent plus de vérité qu'ils n'en révèlent, deux légendes de l'action se sont affrontées loin des caméras. Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Deux vrais artistes martiaux. Deux égaux. Deux visions du combat. Ce que les studios ont tenté d'enterrer n'était pas un film, mais une confrontation réelle. Rumeurs, témoins silencieux, vérité dérangeante. Voici l'histoire du face-à-face que Hollywood n'a jamais voulu que vous connaissiez. What happens when two of the biggest action stars with very different philosophies go head-to-head in the ultimate rivalry? Steven Seagal versus Jean-Claude Van Damme. Dans les recoins sombres d'Hollywood, où les lumières des projecteurs masquent les égos brisés et les secrets bien gardés, une rivalité a émergé comme un feu couvant sous la cendre, une confrontation que l'industrie du cinéma d'action aurait préféré enterrer pour toujours. Nous sommes au début des années 1990, une époque dorée pour les films de muscles et de vengeance, où les stars comme Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone et Bruce Willis dominaient les box-office avec des budgets exorbitants et des cascades défiant la mort. Mais derrière les affiches brillantes et les bandes-annonces explosives, une guerre froide se livrait entre deux hommes qui n'étaient pas seulement des acteurs jouant les durs à cuire, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Ces deux-là n'étaient pas des imposteurs de studio. Ils étaient de véritables artistes martiaux, avec des pédigrés forgés dans le sang, la sueur et les rings réels, des hommes dont les réputations reposaient sur des victoires concrètes plutôt que sur des effets spéciaux. Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles, avait gravi les échelons à la force des poignets littéralement. Né en Belgique en 1960, il avait commencé comme karatéka compétitif dès l'adolescence, accumulant un record impressionnant en kickboxing et en full contact, plus de 18 victoires par knockout avant d'arriver à Hollywood en 1982 comme livreur de pizza et chauffeur de limousine. Son style était un mélange explosif de karaté Shotokan et de kickboxing européen, des kikos, rapides, dévastateurs, des splits légendaires qui défiaient l'anatomie humaine, une flexibilité et une précision qui faisaient de lui un virtuose du mouvement. Psychologiquement, Van Damme était un battant, marqué par une enfance rigoureuse sous un père militaire, drivé par une quête incessante de validation. Il n'était pas là pour l'argent seul, il voulait prouver que son passé de champion n'était pas une fable, que ses films comme Bloodsport, 1988, étaient inspirés de sa vie réelle, où il avait affronté des adversaires comme Patrick Tegel dans des tournois clandestins en Belgique. Steven Seagal, de son côté, était enveloppé d'un voile de mystère qui frôlait le mythe. Né en 1952 à Lansing, Michigan, il clémait une formation en aïkido au Japon dès les années 1970, sous des maîtres comme Kwashi Toei et Seiski Abe, avec des allégations de liens avec la CIA et des yakuza qui alimentaient sa persona d'homme impénétrable. Son style était l'aïkido pur et fluide, circulaire, utilisant la force de l'adversaire contre lui-même, avec des projections et des locks qui neutralisaient sans effort apparent. Psychologiquement, Seagal était un énigmatique, un homme qui cultivait l'aura d'un maître zen invincible, mais dont l'ego, selon de nombreux témoignages, était aussi massif que sa stature, un M93, plus de 100 kg. Il n'avait pas le palmarès compétitif de Van Damme, mais ses films comme Above the Law, 1988, le présentaient comme un expert absolu, un mythe vivant qui n'avait jamais perdu. La tension entre eux n'était pas née du hasard. Hollywood des années 90 était un nid de vipères, où les égos surdimensionnés se heurtaient dans les fêtes privées, les interviews télévisées et les négociations de contrats. Les studios comme Warner Bros et Universal pompaient des millions dans des franchises d'action, et les stars rivalisaient pour les rôles principaux. Van Damme, avec des hits comme Kickboxer, 1989, et Universal Soldier, 1992, incarnait le fighter athlétique, vulnérable humainement mais invincible physiquement. Seagal, avec Under Siege, 1992, représentait l'expert taciturne, presque mystique, dont les mouvements lents masquaient une efficacité mortelle. Leurs différences stylistiques étaient profondes. Le kickboxing de Van Damme était direct, explosif, offensif, avec des enchaînements de kicks qui brisaient les gardes. L'aïkido de Seagal était défensif, harmonieux, utilisant le momentum adverse pour des renversements fluides.
Mais au-delà des techniques, c'était une guerre d'ego. Van Damme, immigrant belge ayant lutté pour sa place, contre Seagal, l'américain autoproclamé maître, dont les clins étaient souvent questionnés par des insiders comme Gene Lebel, qui l'avait soi-disant choqué out sur un set. Les rumeurs circulaient comme des ombres dans les couloirs des studios. Des whispers sur des sparring privés où Seagal évitait les confrontations directes, des témoignages de cascadeurs comme Kane Kosugi qui louait la vitesse de Van Damme mais doutait de la réalité des prouesses de Seagal. Les faits rapportés comme l'interview de Seagal sur Arsenio Hall en 1991, où il questionna publiquement le record de Van Damme étaient clairs, mais entourés de zones d'ombre, étaient ceux de la jalousie pour des rôles volés, ou une attaque calculée pour booster sa propre image. Van Damme, psychologiquement marqué par ses doutes, voyait cela comme une insulte à son héritage martial réel, un passé de champion européen qu'il avait défendu dans des rings sans filet. Seagal, de son côté, cultivait le mystère, ses réponses évasives alimentant les spéculations sur sa véritable expérience combative, des rumeurs de liens avec des agences fédérales aux allégations de stages en Japon non vérifiées. Cette rivalité n'était pas un mythe hollywoodien fabriqué pour les tabloïds. Elle était ancrée dans des faits et des interviews, des témoins comme Stallone, mais enveloppée de rumeurs qui laissaient planer le doute. Hollywood voulait l'oublier, car elle exposait les faiblesses derrière les façades. Des stars qui jouaient les invincibles mais fuyaient les vrais défis. Et pourtant, au milieu de cette ère de blockbusters comme Die Hard et Lethal Weapon, où les égos valaient des millions, la confrontation allait éclater dans le lieu le moins attendu. Une fête privée, où les masques tombaient et les vérités brutales surgissaient. Les graines de cette guerre silencieuse avaient été semées bien avant que les lumières des studios ne les illuminent, dans un Hollywood où les carrières se faisaient et se défaisaient sur des rumeurs chuchotées lors de soirées privées ou des interviews assassines. Jean-Claude Van Damme arrivait en Amérique avec un bagage authentique. Un champion de kickboxing belge, ayant compilé un record de 18-1 avec 18 knockouts en Europe, des combats où les règles étaient dures et les blessures réelles. Son style était un mélange de karaté kyokushin appris sous Claude Guedes et de full contact kickboxing. Des kicks circulaires puissants, des low kicks pour couper les bases, des splits pour l'esquive et la surprise. Psychologiquement, Van Damme était un survivant. Immigré à 21 ans, dormant dans sa voiture à Los Angeles, il incarnait la détermination brute, un ego forgé dans l'adversité, vulnérable aux attaques sur sa légitimité car il avait tout approuvé. Steven Seagal, en contraste, construisait son image sur un voile d'énigme. Arrivé à Los Angeles dans les années 80, il clémait 17 ans au Japon comme instructeur d'aïkido, avec des maîtres comme Morihei Ueshiba via ses disciples. Son style aïkido était défensif, circulaire, utilisant l'énergie adverse pour des projections et locks efficaces en théorie pour neutraliser sans effort, mais questionné en pratique pour son manque de sparring réel. Psychologiquement, Seagal était un maître de l'autopromotion. Des rumeurs de travail pour la CIA, des liens avec des yakuza, un ego massif qui le faisait se présenter comme invincible, mais des témoins comme Jesse Ancan ou Gene Lebel rapportaient des incidents où sa technique s'effondrait sous pression réelle. Fait, Seagal n'avait pas de palmarès compétitif comme Van Damme, rumeurs, des challenges évités, des cascades truquées dans ses films. La rivalité s'alluma publiquement en 1991 sur le Arsenio Hall Show, où Seagal, interrogé sur Van Damme, répondit avec un doute voilé, « C'est une question d'opinion. Il était champion nulle part. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas vrai. » Ce fut un coup bas, questionnant le record réel de Van Damme, des faits vérifiables par des archives européennes sans preuve. Zone d'ombre, étaient ceux de la jalousie pour des rôles comme Hard Target que Van Damme décrochait, ou une stratégie pour Booster Under Siege. Van Damme, blessé dans son honneur martial, répondit avec restreint initial, mais la frustration bouillonnait. Hollywood amplifia tout, une industrie où les égos valaient des contrats de 10 millions, où Stallone et Schwarzenegger avaient leur propre rivalité. Seagal et Van Damme représentaient deux archétypes, le mystique intouchable vs le fighter accessible. Différences stylistiques, kickboxing offensif de Van Damme, direct, explosif, vs Aikido défensif de Seagal, harmonieux, mais potentiellement inefficace contre un striqué agile. Psychologiquement, Van Damme cherchait validation. Seagal, préservation de son mythe. Rumeurs de sparring évitées circulaient, fait comme l'offre de 20 millions de Sony plus tard confirmée par Van Damme en 2023. Cette partie de leur histoire reste enveloppée de mystère. Des témoins anonymes parlent de regards croisés lors de fêtes, des interviews où Seagal esquivait, alimentant l'idée d'une confrontation inévitable que l'industrie craignait, un duel réel qui pouvait briser des carrières.
Les années 1990 étaient le théâtre d'une guerre silencieuse, une ère où Hollywood, gorgé d'argent et d'ego, transformait les artistes martiaux en icônes millionnaires tout en exposant leurs failles les plus intimes. Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, au sommet de leurs carrières respectives, incarnaient deux pôles opposés de cette machine à rêve. L'un, un immigrant belge ayant gravi les échelons par la sueur et les knockouts réels. L'autre, un Américain enveloppé d'un mystère autoconstruit, maître incontesté sur écran mais de plus en plus questionné dans les cercles privés. La tension entre eux n'était pas un simple clash d'ego hollywoodien. Elle était ancrée dans une insulte fondamentale à l'honneur martial, une remise en cause publique qui ne pouvait rester sans réponse dans un monde où la réputation se forgeait autant sur le tapis que sur le grand écran. Tout avait commencé par des mots lancés comme des armes empoisonnées lors d'interviews télévisées, dans une époque où les talk-shows comme celui d'Arsenio Hall étaient des arènes modernes pour les duels verbaux. En 1991, Seagal, invité pour promouvoir Out for Justice, fut interrogé sur les autres stars d'action. Au lieu d'une réponse diplomatique, il choisit l'attaque. Je pense que c'est une question d'opinion s'il a été champion quelque part. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas vrai. Ces phrases, prononcées avec un sourire en coin, n'étaient pas anodines. Elles visaient directement le cœur de l'identité de Van Damme, son passé de kickboxeur professionnel en Europe, avec un record officiel de 18 victoires, dont 18 par KO, en semi-contact et full contact entre 1977 et 1982, des combats documentés contre des adversaires comme Patrick Tegel ou Roland Knud. Faits vérifiables par des archives belges et françaises, mais que Seagal, sans preuve directe, remettait en doute publiquement. Psychologiquement, c'était une gifle, pour Van Damme, dont l'enfance avait été marquée par un père autoritaire et une quête incessante de reconnaissance. Ces doutes touchaient à la légitimité même de son ascension de livreur de pizza à star de Bloodsport. Seagal, de son côté, cultivait une image d'invincibilité basée sur des clins souvent opaques. Ses années au Japon comme instructeur d'aïkido étaient réelles, il avait dirigé un dojo à Osaka dans les années 70 à 80, mais amplifiées par des récits de liens avec la CIA ou des protections de Yakuza, des rumeurs jamais pleinement corroborées. Son ego, selon des témoins comme l'agent Michael Ovitz ou le cascadeur Jeff Imada, était monumental. Il refusait souvent les sparrings ouverts, préférant des démonstrations contrôlées où il dictait les règles. La psychologie était claire. Seagal protégeait son mythe, évitant tout risque qui pourrait le fissurer. La rivalité s'amplifia avec chaque interview. Seagal, interrogé sur Van Damme, trouvait toujours un moyen de glisser un doute. Je ne veux pas être méchant, mais... Van Damme, initialement mesuré, Steven est un gars merveilleux, laissait transparaître une frustration croissante dans ses yeux, ses gestes. Chuck Norris, interrogé en 1992, loua Van Damme, il s'est entraîné avec moi pendant 1 an et demi, je le connais bien, mais resta évasif sur Seagal, je ne le connais pas vraiment, je l'ai vu une fois. Ses commentaires, rapportés dans Black Belt Magazine, alimentaient le feu. La communauté martiale se divisait. Les puristes du kickboxing soutenaient Van Damme pour son palmarès réel, les adeptes d'aïkido défendaient Seagal pour sa philosophie harmonieuse, mais des insiders comme Gene Lebel, qui avait soumis Seagal en 1991 lors d'un défi sur le set de Out for Justice, murmuraient que Seagal évitait les confrontations directes. Hollywood, machine à buzz, adorait ce drama. Les studios comme Warner, Seagal et Universal, Van Damme, voyaient leurs stars se disputer des rôles Siege 2 vs Suddendeath, tandis que les tabloïds comme The National Enquirer spéculaient sur un combat réel. Van Damme, psychologiquement drivé par la validation, multipliait les démonstrations publiques de split et de kick. Seagal, plus isolé, renforçait son aura mystique avec des films où il neutralisait des armées entières sans transpirer. Les enjeux étaient énormes. Dans une industrie où l'image de Tough Guy valait des millions, une confrontation réelle pouvait tout détruire: carrière, contrat, mythe. La tension devint insoutenable. Van Damme, berserk selon des témoins, ne supportait plus les pics répétés. Seagal, confiant dans son image, continuait les sous-entendus. Les rumeurs de défis privés circulaient, des sparrings proposés, refusés. Fait, Seagal évitait les événements où Van Damme était présent. Rumeurs, des agents négociants pour éviter un clash. Zone d'ombre. Pourquoi Seagal, si sûr de lui, ne relevait-il pas les gants? La montée était inexorable, menant à une nuit à Miami en 1997, où tout allait basculer non dans un ring, mais dans une fête privée où les masques tombaient enfin. La nuit du destin arriva en 1997,
Lors d'une de ces fêtes légendaires organisées par Sylvester Stallone dans sa mansion de Miami, un palais de marbre et de luxe où les stars d'action se réunissaient pour célébrer leur succès, loin des caméras mais sous les regards indiscrets des pairs. L'air était chargé d'alcool, de rires forcés et de rivalités sous-jacentes. Van Damme et Seagal, invités séparément, ne s'attendaient pas à se croiser. Mais le destin, ou peut-être l'ego de Stallone qui aimait les drames, en décida autrement. Selon Stallone lui-même, interviewé dans FHM Magazine en 2009, la confrontation fut directe et brutale dans sa simplicité. Van Damme, ayant ingurgité assez d'alcool pour lâcher ses inhibitions mais pas assez pour perdre sa lucidité martiale, traversa la pièce bondée et s'arrêta face à Seagal. Le silence tomba comme un rideau, les conversations s'estompèrent, les vers se figèrent. Comme Outside, lança Van Damme, voix basse mais ferme, défiant Seagal de régler ça dans le backyard, loin des meubles précieux de Stallone. Pas de gants, pas de règles, juste deux artistes martiaux au sommet, prêts à prouver qui était le vrai. Analyse psychologique, pour Van Damme, c'était le point de rupture après des années de pique, une quête d'honneur, une validation de son passé de fighter réel. Son style kickboxing l'aurait favorisé, entrée rapide, kick pour maintenir la distance contre l'aïkido de close range de Seagal. Seagal, plus grand et lourd, aurait compté sur des clinches et projections, mais son manque de sparring réel sous pression était une faiblesse connue, témoignage comme celui de Lebel. Le combat potentiel, Van Damme ouvrant avec des low kicks pour ralentir Seagal, évitant les grabs aïkido, Seagal cherchant le contact pour des locks. Mais Seagal recula. Selon Stallone, Seagal a fait des excuses et est parti. Embarras immédiat, devant Stallone, Chuck Norris, présent selon des rumeurs, et d'autres Alistair, le maître invincible fuyait le défi. Van Damme, berserk d'après Stallone, ne lâcha pas. Il traqua Seagal jusqu'à une nightclub voisine, répétant le défi, comme Outside. Encore une fois, Seagal refusa. Van Damme attendit 2 heures dehors, prêt, tandis que Seagal restait à l'intérieur. Analyse, pas de coups échangés, mais une brutalité psychologique immense. Van Damme montra sa volonté, Seagal, son évitement. Fait, témoignage de Stallone, confirmé par Van Damme en interview, 2010-2023. Rumeur, pushing léger à la fête. Zone d'ombre, détail exact de la nightclub, mais consensus sur le refus de Seagal. Le combat fut mental, Van Damme gagnant par présence, Seagal perdant son aura. Cette nuit exposa les différences. Van Damme, fighter réel habitué au défi, Seagal, protecteur de son mythe. Hollywood murmura, mais étouffa l'histoire, trop dommageable pour des carrières millionnaires. La nuit de 1997 à Miami, dans la mansion de Sylvester Stallone, ne fut pas seulement le théâtre d'une confrontation évitée. Elle déclencha un séisme dont les ondes de choc se propagèrent instantanément à travers Hollywood et la communauté martiale, exposant des vérités que l'industrie du cinéma d'action aurait préféré garder enfouies dans l'ombre des contrats millionnaires et des images soigneusement polissées. Le refus de Steven Seagal 2 fois en une seule soirée face au défi direct de Jean-Claude Van Damme, devant des témoins comme Stallone lui-même et d'autres figures incontournables de l'époque, ne passa pas inaperçu. Les murmures commencèrent dès le lendemain, dans les couloirs des studios Warner Bros., chez Universal, lors des lunchs à Beverly Hills où les agents et producteurs échangeaient les potins les plus juteux. Ce n'était pas un combat physique qui avait eu lieu, mais une humiliation publique, une révélation brutale qui fissurait le mythe d'invincibilité que Seagal avait si soigneusement construit. Les conséquences immédiates furent psychologiques et professionnelles. Pour Van Damme, cette nuit fut une validation cathartique. Il avait attendu des années pour confronter l'homme qui avait publiquement douté de son passé de champion, des doutes lancés sans fondement, sans jamais avoir croisé les gants avec lui. Stallone, dans son témoignage à FHM, le décrivit comme berserk, un état de rage contenu, forgé par des années de frustration accumulées. Van Damme, avec son background de kickboxer européen où les défis se réglaient sur le ring, avait offert à Seagal non pas une, mais 2 opportunités de prouver ses paroles. Il avait attendu 2 heures dehors, sous les étoiles de Miami, prêt à tout un acte qui révélait sa psychologie profonde. Un homme drivé par l'honneur martial, prêt à risquer sa carrière pour défendre sa légitimité. Ce geste, rapporté par Van Damme lui-même en 2010, renforça son image auprès des vrais pratiquants. Il était le fighter authentique, celui qui ne fuyait pas. Pour Seagal, les conséquences furent dévastatrices sur le plan de l'image.
Son refus d'excuses à la fête, disparition à la nightclub, fut perçu comme une capitulation. Stallone, Rocky en personne, le résuma crûment, Van Damme était trop fort. Seagal n'en voulait pas. Venant d'un homme qui avait bâti sa carrière sur des duels épiques, ce verdict pesait lourd. Dans la communauté martiale, où l'honneur se mesure à la volonté de tester ses limites, ce recul alimenta les doutes déjà existants. Des figures comme Gene Lebel, qui avait soumis Seagal en 1991, ou des cascadeurs comme Jeff Speakman, murmurèrent que Seagal évitait les confrontations réelles pour préserver son aura. Fait, pas de combat, rumeur, Seagal craignant les kicks rapides de Van Damme qui auraient neutralisé son Aikido close range, zone d'ombre, détails exacts des excuses de Seagal, mais consensus sur son départ précipité. Le choc se propagea rapidement dans les médias martiaux. Black Belt Magazine et Inside Kung Fu publièrent des articles voilés sur la rivalité, sans nommer directement l'incident pour éviter les poursuites, mais les insiders savaient. Chuck Norris, interrogé indirectement, resta neutre mais son silence parlait. Il connaissait les deux, avait entraîné Van Damme, mais n'avait jamais sparé ouvertement avec Seagal. La communauté se divisa, les fans de Seagal défendirent son intelligence, éviter un combat inutile, ceux de Van Damme célébrèrent sa ténacité. Psychologiquement, cela exposa les failles. Seagal, dépendant de son image mystique, ne pouvait risquer une défaite réelle qui aurait brisé son personnage. Van Damme, marqué par ses luttes personnelles, addiction naissante, trouva dans ce moment une affirmation de sa résilience. À Hollywood, les conséquences professionnelles furent subtiles mais réelles. Van Damme, au sommet avec Time Cop, 1994, et Sudden Death, 1995, consolida son statut de vrai fighter aux yeux des cascadeurs et réalisateurs comme John Woo. Seagal, malgré Under Siege 2, 1995, commença à voir son étoile pâlir. Ses films suivants furent critiqués pour leur chorégraphie truquée, et des rumeurs de divas sur les sets, refus de cascades risquées, se multiplièrent. L'industrie, terrifiée par les scandales, étouffa l'histoire. Pas de tabloïd majeur, pas de leaks officiels, mais le bouche à oreille fit le reste. Les agents conseillèrent aux deux de ne plus se croiser, les studios évitèrent les crossovers. Le choc le plus profond fut culturel. Cette nuit révéla l'hypocrisie d'une ère où les stars d'action vendaient de l'invincibilité sans la vivre. Van Damme émergea renforcé, Seagal, affaibli dans l'ombre. Et pourtant, l'histoire n'était pas finie, une offre monumentale allait bientôt transformer cette rivalité en phénomène mondial. Plus de 30 ans après cette nuit fatidique à Miami, l'héritage de la rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal continue de hanter Hollywood et le monde martial comme une légende interdite, une histoire que l'industrie a tenté d'effacer, mais qui révèle les vérités les plus crues sur l'ego, l'honneur et l'authenticité dans une ère de blockbusters et de mythes fabriqués. Ce n'était pas un combat de poings et de kicks qui avait eu lieu, mais une bataille pour la légitimité qui a transformé la perception des stars d'action, influençant des générations de pratiquants et exposant les limites de l'image sur la réalité. L'héritage de Van Damme est celui de la résilience et de l'honnêteté. Après 1997, il traversa des tempêtes personnelles, addiction, divorce, déclin commercial avec des DTV, mais choisit la transparence. Son film JCVD, 2008, semi-autobiographique, fut acclamé pour sa vulnérabilité. Un Van Damme brisé confessant ses failles. Ses interviews récentes, 2023 au Télégraphe, sur l'offre de 20 millions refusée par Seagal renforcent son image, l'homme prêt à tout prouver. Son style kickboxing inspira le MMA moderne, vitesse, flexibilité et ses démonstrations virales, Split Volvo 2013, montrent un homme qui rit de lui-même tout en prouvant sa skill. Van Damme transforma sa rivalité en force, vainqueur moral, respecté pour son caractère. Seagal, en contraste, vit son héritage terni par les zones d'ombre. Ses films passèrent au DTV, entachés par des controverses, accusations d'abus, liens politiques russes. Son refus répété de Miami, nightclub, offre Sony alimenta les doutes sur son Aikido réel, des témoignages comme ceux de Lebel ou de cascadeurs confirmant un ego protégeant un mythe fragile. Son héritage, l'avertissement que l'image sans substance s'effondre. La transformation fut culturelle, cette rivalité força Hollywood à questionner l'authenticité des tough guys. L'essor du MMA, UFC 1993, valida les approches comme celle de Van Damme réel, testées contre les styles cinématographiques. Les arts martiaux évoluèrent vers l'hybridation, rejetant les mystiques figés. Conclusion forte, le vrai combat ne fut pas physique,
mais existentielle. Van Damme gagna par présence, honnêteté, croissance. Seagal perdit par absence, évitement, stagnation. Cette légende interdite nous rappelle que dans les arts martiaux et à Hollywood, le vrai vainqueur est celui qui affronte non seulement l'adversaire, mais lui-même. Van Damme l'a fait. Seagal, non. Et c'est pourquoi, dans l'ombre des projecteurs, l'histoire murmure encore. Le plus fort n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui agit quand il le faut.